le club de l'été. Merci d'être avec nous ce matin, Thomas Sisley. Je sais que vous êtes couché tard. Oui, c'est vrai. Vous serez à l'affiche demain du 3e volet de la saga Largo Winch, le prix de l'argent. On écoute pour commencer un extrait de la bande-annonce. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. Whoever's behind this also kidnapped my son. And I will find them. Ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. Where's my son? Let it out. C'est vraiment le film à aller voir cet été, un film d'aventure, un film d'action, Largo Winch, 3e du nom. Donc on a beaucoup apprécié dans l'équipe, réalisé cette fois par Olivier Massé-Depasse qui succède à Jérôme Salle. Il était derrière la caméra des 2 premiers épisodes. Alors le film démarre, on est en Birmanie avec Largo Winch et son fils Noom, ce fils qui va être enlevé. Where is my son? Ça vous le dites. Ouais. Exactement. Et au même moment, une machination se met en place visant à détruire la multinationale de Largo Winch, l'empire Largo Winch. Ce qu'on comprend assez vite, c'est que le destin du fils de Largo Winch est lié au destin de l'entreprise. La première question que j'ai envie de vous poser, Thomas Sisley, ça fait quoi de retrouver le personnage de Largo Winch? Parce que ça fait un moment quand même que vous l'aviez quitté. Ça. Ouais, On retrouve un bon copain? Ah bah ouais, ouais. Écoutez, c'est une des premières fois dans ma carrière où je me suis trouvé autant de points communs avec un personnage, où je me suis dit que évidemment qu'il fallait que ce soit moi qui le fasse. Bon, après, il se trouve que Jérôme Salle m'a donné raison, mais non, ça m'est arrivé d'autres fois où ça n'est pas arrivé. Mais ouais. Oui, remettre le costume de Largo 13 ans plus tard, c'est ça. C'est extraordinaire. Déjà des rôles comme ça dans une carrière, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plupart des acteurs qui ont des carrières remplies et avec beaucoup de succès n'ont pas la chance d'interpréter des personnages aussi emblématiques que Largo. De toute façon, il y en a peu. Et surtout en France, particulièrement. On pense beaucoup aux États-Unis, mais en France, c'est encore plus rare. Oui, encore moins. Mais du coup, le faire 3 fois, dont une fois 13 ans plus tard, c'est extraordinaire. Il a changé, il a beaucoup changé en 13 ans, ce Largo Winch. Il a pris 13 ans dans la gueule. D'accord, il a vieilli. Comme nous tous, en fait. Il n'y a pas beaucoup de franchises françaises comme ça, de personnages un peu récurrents qu'on retrouve à la James Bond, en fait. C'est vrai. Il y en a pas tellement, c'est rare. Oui, c'est assez rare, c'est vrai, surtout en France. Vous avez raison. Non, de toute façon, je pense qu'on peut les compter sur les doigts des 2 mains, même à l'international. Mais comme quand on joue, alors j'en sais rien, j'ai pas rencontré Sean Connery ou Daniel Craig, comme quand on incarne un personnage aussi fort, est-ce qu'on s'en détache ou est-ce que finalement ça emprisonne un peu dans une carrière? Alors, un rôle trop fort, en fait, un rôle trop fort. C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Largo 3 pendant autant d'années. Oui. C'est justement parce que j'avais peur de me retrouver enfermé dans ce rôle-là. C'est des rôles qui sont tellement emblématiques effectivement, on a vite fait d'être identifié à ce rôle-là. Et oui, ça peut être compliqué d'en sortir, mais c'est la raison pour laquelle j'ai rapidement dit, bon, les gars, on va peut-être attendre un petit peu avant de faire Largo 3, 4, 5. Donc le 4, c'est dans 30 ans? Non, parce que... Largo grand... Mais pourquoi pas? C'est un sacré défi. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'entre-temps, mon CV, il s'est un petit peu plus rempli. Oui. Et qu'aujourd'hui, j'ai fait suffisamment de choses différentes pour plus trop flipper qu'on me colle l'étiquette Largo. Donc, non, je pense qu'on va le faire beaucoup plus rapidement que ça. Mais alors, il a pris 13 ans. Alors, je reprendrai pas exactement vos mots. Avec un nouveau réalisateur, Olivier Massé-Depasse. Est-ce que ce réalisateur, même vous avez participé à dessiner les contours d'un Largo différent avec... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus rugueux, avec plus d'aspérité, ce personnage aujourd'hui? Il y a beaucoup plus d'aspérité dans ce film, bien sûr. Mais... c'est pas uniquement lié aux 13 ans, c'est aussi lié au réalisateur. Olivier Massé-Depasse, c'est un réalisateur qui a été récompensé, je sais plus combien de fois au Magritte, qui est donc l'équivalent des Césars en Belgique. C'est un réalisateur de cinéma d'auteur, donc il en a fait quelque chose de, effectivement, plus rugueux, plus noir, plus peut-être un peu plus profond. Ouais. Et là, ce qui change essentiellement, c'est que dans ce dernier opus, la dernière fois quand on a quitté Largo, il y a 13 ans, c'était encore un adolescent, donc un post-adolescent éternel, rebelle dans l'âme. Bon,
Aujourd'hui, on le retrouve, c'est le père. C'est ça, face à 2 ados rebelles. Mais oui, c'est le père d'un ado qui est lui-même rebelle. Et bon, donc forcément, ça rejette les dés, quoi. Donc, à quel point est-ce qu'on peut vraiment rester complètement rebelle dans sa tête quand on essaye d'élever un enfant et de lui inculquer les valeurs? Et puis, il est aussi confronté... Bon, l'éducation, ça se fait dans les deux sens. Hein. Quand on essaye d'éduquer un enfant, l'enfant, il nous éduque aussi en nous posant quelques questions et en nous bousculant parfois un petit peu. Et son propre fils le bouscule un petit peu, notamment par rapport à ce fameux couteau emblématique de Largo et son utilité aujourd'hui en 2024. Est-ce que tu vas vraiment régler tes problèmes avec un couteau aujourd'hui? C'est intéressant. Ouais, il est passé un Largo Winch dans l'air du temps. Largo Winch au cinéma demain avec vous, Thomas Sisley. On va continuer évidemment de parler de votre film. On va parler cascade aussi, on va parler sport évidemment. C'est les Jeux Olympiques. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, 9h32, le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h avec notre invité Thomas Sisley à l'affiche de Largo Winch, le prix de l'argent, réalisé par Olivier Massé-Depasse, film qui sortira demain avec également James Franco, on en parlait à l'instant, et également avec Clotilde M. Elle incarne Chloé Riva, c'est l'une des fidèles employées de Largo Winch. Il avait été question qu'il tombe amoureux, puis non, finalement, entre Largo et Chloé. Oui, c'est vrai. C'était écrit, en fait, son personnage... Oh là, pardon. Ah, merde. Le personnage... Bon, le personnage de Clotilde a été écrit un petit peu comme l'étaient historiquement les James Bond girls. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc... on se posait la question de... Alors, normalement, dans le scénario, il y avait une sorte de... Comment on dit ça? Allez, il se reniflait le cul. Ouais, d'accord. Un petit peu de flirt, il y avait un petit peu de flirt, un peu de dragouille. Il se tournait autour, merci. Pas mal. Voilà. Et donc, et ça finissait par un furtif baiser vers la fin du scénario. D'accord. Et puis, on se posait la question avec le réalisateur et les producteurs. On se disait, tiens, est-ce qu'il manque pas quand même une scène d'amour, un truc pour qu'on... Bon, voilà. Et Clotilde, quand elle a été prise sur le film, elle a dit, alors non seulement on va pas faire la scène d'amour, mais en plus, même le baiser, on n'en a pas besoin. Ouais, d'accord. Elle a peut-être pas envie de vous embrasser. C'est peut-être ça. Comment vous l'avez pris? C'est ça l'explication, en fait. Merde. Non, et en fait, je vais vous dire, en fait, elle avait raison, parce qu'on sent effectivement très bien qu'il y a un intérêt entre eux, autre que juste professionnel. Et effectivement, on n'avait pas besoin ni de la scène d'amour, ni effectivement du baiser. Et je trouve ça pas si mal que ça, en fait, en 2024. C'est moins téléphoné, quoi. Voilà, c'est un peu moins téléphoné. C'est vrai qu'on s'y attend, et là, finalement, mais on est pas, ça ne manque pas. Hein, non, ça ne manque pas, et donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est vraiment Clotilde qui a ramené ça, et qui a voulu inscrire ce rôle aujourd'hui, en 2024, dans un monde post-MeToo, etc., etc. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Omblin Roche. Oh, incroyable! Oh la vache! Oh, vous avez ressorti ça de loin, hein? Wow. Téléphone pour Internet. Vous avez reconnu donc ce générique, Thomas Sisley? Ah bah ouais, oh la vache, ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas entendu. Studio Sud. Studio Sud, ouais. La sitcom des années 90, c'était sur M6, hein? Oui, c'est ça, ouais. Vous étiez Nico. Ouais, exactement. J'étais Nico, je sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs Nico quelque chose. Nico, le Don Juan de l'équipe. Alors, c'est vrai que alors nous, les sitcoms des années 90, pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ça a fait partie de notre culture, de notre vie, de notre vie. Vous avez raison, Olivier. Vous avez complètement raison, Olivier Pouls. Bon, c'est vrai qu'il y a prescription maintenant, mais c'était alimentaire au début, un job comme ça, d'être dans une sitcom. Ah, c'était complètement alimentaire, bien sûr. Quand on est jeune comédien. Mais c'était extraordinaire pour moi, parce que au-delà d'être alimentaire, c'était quand même, j'avais obtenu le rôle principal dans une série franco-française où je jouais
un Français. Je vous rappelle, moi, que à l'époque, je crois qu'à l'époque, j'étais même pas français encore. J'avais pas encore été naturalisé. Donc moi, je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. J'ai fait évidemment toute ma scolarité ici. Vous venez de Berlin, hein? Ouais, je venais de Berlin. Mais moi, quand j'ai commencé mon métier d'acteur, on m'a expliqué qu'avec la tête que j'allais jamais travailler. Ou alors jouer des rôles de racailles de banlieue, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Mais il faut le replacer dans un contexte. Il faut comprendre que MC Solar, c'était le premier artiste noir qu'on avait en France. Putain, il y avait pas de. Tu vois, donc les acteurs qui étaient un peu basanés, qui étaient un peu bronzés debout, qui avaient les cheveux bouclés. Bon, ouais, tu jouais les voleurs d'autoradio dans Navarro, quoi. Et donc, pour moi, tout à coup, avoir le rôle principal d'une sitcom française pour les Français, c'était incroyable pour moi. Alors, on trouve encore les épisodes sur YouTube, hein, si vous avez envie. Mais non, c'est pas vrai. On les a trouvés cette semaine, cette émission, cette le fame à la française. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Ah, quelle musique. La musique d'Alexandre Desplat. Ouais. La musique de Largo Winch, c'était le premier volet, hein. Ouais. On retrouve sur le premier volet de Largo Winch, sorti en 2008. On vous retrouve au cinéma avec le 3e volet. Vous incarnez à nouveau ce personnage dans l'épisode Largo Winch, le prix de l'argent. Si on n'a pas vu justement les films précédents, le 1 en 2008, le 2 en 2011, est-ce qu'il a été réalisé de manière à séduire aussi un nouveau public Je ne sais pas s'il a été réalisé exprès dans ce sens-là, mais... Est-ce qu'il est indépendant des deux autres ? Oui, je pense. Ouais. On n'a pas forcément besoin d'avoir vu les 2 premiers pour profiter de celui-ci. Non, les choses sont relativement claires. Moi, j'ai rencontré quelques ados qui n'ont jamais vu le 1 et le 2 et qui ont découvert le 3 et ils ont surkiffé. Donc, non, il y a pas vraiment besoin de... C'est assez clair dès le départ, d'ailleurs. Enfin, il faut un petit peu peut-être connaître la base, à peu près les contours du personnage, et puis on s'en sort assez bien. Ouais, mais je pense que même si on connaît pas le personnage, on le prend comme il vient. On le prend comme il arrive et on comprend rapidement. On n'a pas besoin d'avoir vu tous les James Bond d'avant pour comprendre Donc, non. On peut peut-être rappeler d'un mot qui est Largo Winch. Hein. C'est un personnage, un aventurier richissime, héritier d'un énorme empire, aussi. Un peu tourmenté. Oui. Oui, bah vous en parlez super bien. Je trouve que il va vous suivre en promo, Olivier Pouls. Non, et puis j'ai dévoré les BD il y a quelques années aussi. Ouais, bah oui. Ouais. Gros succès, les bandes dessinées. Les deux premiers sont sortis en hiver. Celui qui arrive sort en plein milieu de l'été, en plein milieu des vacances. C'est plutôt risqué ou au contraire, c'est une chance. Cela permet aussi d'amener un public familial au milieu des vacances. C'est un pari pris par les distributeurs qui sont pas loin d'être également les producteurs. Et oui, effectivement, c'est rare d'avoir des gros films français qui sortent en plein été. Ça le positionne clairement comme un blockbuster dans l'inconscient collectif comme un blockbuster américain. C'est alors oui et non. C'est un film à gros budget. Il faut du budget pour faire ce genre de film. Mais dans la fourchette de budget qu'on aurait pu avoir, on a eu le budget le plus bas. C'est-à-dire qu'on fait en France, en fait, on fait ce genre de film là. Les Américains, ils le feraient pour pas moins de 200 millions. Ah oui. Voilà, donc nous on sait faire pour moins, on l'a fait pour moins, mais à l'image c'est à peu près ce qui se voit. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Omblin Roche. Vous savez où on Bah oui, non, la connerie que j'ai faite. C'est votre concurrent en fait. Mais c'est plus que ça. Ouais. Figurez-vous, Olivier Pouls, que Thomas Sisley a refusé un rôle. Ouais. Dans Skyfall, on aurait pu vous y voir. Qu'est-ce qui vous a pris ? C'est quoi cette histoire ? Parce que on me proposait de jouer un personnage qui se bagarre avec James Bond pendant 20 minutes au début du film. En tout cas, à la lecture, c'était vraiment 20 minutes de bagarre. C'est la fameuse première scène de James Bond. Oui, sur le train. Et
Mais bon, super, mais il n'y avait pas une phrase à dire, rien. Donc, j'ai dit je sais plus d'ailleurs comment c'est arrivé à moi, mais je leur avais dit, les gars, en fait, si vous prenez un cascadeur, c'est tout aussi bien. C'est quoi la plus-value si vous me prenez moi? J'ai rien à jouer, en fait. Et je leur ai dit non, je préférerais vraiment un rôle minuscule, mais où il y a 2 phrases, plutôt que 20 minutes de bagarre. Bon, c'est l'artiste qui parlait, et aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux vous dire que l'artiste était très con. Donc voilà. vous regrettez très cette con, décision, c'est vrai? Complètement, bah évidemment. Mais non, mais Skyfall, en plus, c'est le meilleur James Bond. C'est vrai. Bah ouais, non, c'était débile de ma part. Mais bon, voilà, je le pensais sincèrement. C'est-à-dire que j'adorais James Bond. Juste, je me suis dit putain, mais la planète entière va me découvrir dans ce film, et on va penser que je suis un cascadeur, en fait. D'accord. Donc voilà. Ce que vous êtes, mais pas seulement en fait, finalement. Oui, ce que vous réalisez vous-même, bien sûr. Vous êtes. Les carrières internationales à la française sont assez peu nombreuses. On pense vraiment à Omar Sy qui est allé s'installer aussi aux États-Unis, beaucoup en rêve. Alors vous, c'est l'inverse. Hein, vous n'avez pas eu envie de vous installer à Hollywood? Et moi, ma vie, elle est en France. J'ai ma femme, mes enfants, j'ai tout ici, et je veux pas faire passer mon taf avant ma famille. C'est assez c'est compliqué pour moi. Donc aller s'installer aux États-Unis, bah ça veut dire ne plus voir mes enfants. Mes enfants, ils vont à l'école ici, quoi. Ouais. Donc vous pouvez les emmener. Ouais, emmener tout le monde, oui, c'est compliqué. Est-ce que ça vous motive à refuser certains rôles? La famille, c'est prioritaire. Oui. Oui, je veux pas disparaître pendant un an entier à l'étranger. Oui. Ça vous a fait refuser quel rôle, par exemple? Par exemple, on m'a proposé à 2 reprises des rôles dans une très grande série qui s'appelle Game of Thrones. Ouais. Ah oui. Bah ouais. Que vous adorez en plus. Ouais, que j'adore. Bah oui, c'est une des meilleures séries. Refuser ça, faut bien réfléchir quand même. Hein. Ben oui, mais c'était de mémoire, je crois que c'était genre 8 mois de tournage à l'étranger. Oui, d'accord. Mais moi, mes enfants étaient en bas âge. Ils étaient vraiment en bas âge, quoi. C'était vraiment pas le moment de me barrer, pour moi en tout cas. Vous savez, moi j'ai grandi avec une mère qui était pas vraiment présente. Et donc j'ai ce traumatisme où je me dis je veux surtout pas faire revivre la même chose à mes enfants. Donc voilà, mon métier c'est super, et c'est ma passion et je vis de ma passion. Mais la famille, c'est plus important. La famille, c'est plus important. Incarner un personnage aussi charismatique que Largo Winch, puisqu'on vous retrouve demain dans le 3e volet, ce super-héros français, et on peut en être fier. Fort, ténébreux, tourmenté, on l'a dit un petit peu plus tôt avec Olivier Pouls. C'est une manière de cultiver un statut de sex symbole au cinéma. C'est quelque chose que vous appréciez ou c'est quelque chose que vous redoutez? On parlait aussi d'être enfermé dans un rôle. Mais justement, ce super-héros français, ce sex symbole au cinéma. Je sais, en fait... Je vais vous dire, je suis un peu étranger à ce que vous me dites. J'ai jamais considéré les rôles que j'ai pu accepter comme des sex symboles. Je joue pas l'effet que le personnage peut avoir. Je joue un personnage avec une vie, un passif, avec des failles, avec des caractéristiques, mais je pense pas à ça. Vous, quand vous me parlez de sex symbole, vous me parlez de votre opinion. En fait, mais c'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Elle m'a dit ce matin à la machine à café. Oui, François, un sex symbole, c'est un peu Largo Winch, le début de Largo Winch, on vous voit quand même de dos avec, en train de soulever, je sais plus, une fontaine. Ouais. J'ai travaillé dur pour ça. Je vous rassure, je ressemble pas à ça dans ma vie de tous les jours. Europe 1, le club l'été, 9h-11h. Omblin Roche. On passe 2 heures à vous passer des génériques, Thomas Sisley. Attendez. Je vous laisse un petit peu plus. Donc ça, vous allez l'avoir. De l'humour. Vous l'avez. C'est le générique du Jamel Comedy Club. Ouais. On vous y a vu à plusieurs reprises dès 2006, année où vous proposez d'ailleurs Thomas Sisley stand-up. Ce sera le seul one-man show d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des chances qu'on vous retrouve sur scène avec un nouveau spectacle? Parce qu'on parle effectivement de Largo Winch qui sort au cinéma, film d'aventure, d'action. L'humour alors, le stand-up. Moi, le stand-up, je l'ai fait parce que je cherchais à me faire remarquer. Le problème quand on est acteur, c'est qu'on dépend du désir des autres de nous faire travailler. Et donc ce désir-là, si vous savez, c'est un peu comme si vous étiez une pomme
vous pouvez être une bonne Pink Lady ou une Granny Smith, enfin la pomme que vous préférez, juteuse, fraîche, etc. Si vous n'êtes pas sur l'étalage, si vous êtes dans l'arrière-boutique, dans la remise, personne ne va vous acheter. Et donc, pour que cette pomme puisse avoir la chance d'être remarquée par un acheteur, par quelqu'un qui va avoir envie de se dire, tiens, je vais acheter cette pomme-là, il faut qu'elle soit visible et si possible dans le passage, si possible bien éclairée, etc. Et donc, chez les acteurs, moi, j'ai rapidement compris que c'était un peu la même chose. Et donc, le but, c'est à un moment donné de pouvoir se retrouver sous les feux des projecteurs pour être juste, pour que les gens du métier sachent que vous existez. Non, mais alors ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait, vous n'aviez même pas de plaisir à le faire. Si, vous l'avez fait que pour qu'on vous remarque. Non, j'ai pas dit que j'avais pas de plaisir à le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'essaye de prendre beaucoup de plaisir, en règle générale, dans tout ce que je fais. Mais il y avait une vraie raison. Ça n'enlève pas le plaisir, hein. Mais c'était il y avait une vraie stratégie derrière. Et donc, aujourd'hui, et puis surtout à l'époque, personne faisait du stand-up. Ouais, vous étiez parmi les premiers. Ouais. C'est le début des années 2000. Hein. Oui. C'est ça. Ouais, moi j'ai commencé en 2002. Il fallait que j'explique aux journalistes ce qu'était le stand-up. Ouais. Donc aujourd'hui, ça aurait moins de sens. Et puis surtout, je travaille en tant qu'acteur. Mais la scène, le public, c'est quand même un truc. Oui, évidemment, c'est autre chose. C'est extraordinaire. Et oui, ça me manque. Mais j'ai encore très faim de plein de personnages différents en tant qu'acteur. Et du théâtre, alors, entre les deux? Et alors, le théâtre, j'adorerais. Le petit souci du théâtre, c'est qu'il faut se rendre disponible 1 an à l'avance. Oui. En fait, les programmations se font vraiment 1 an à l'avance. Et moi, 1 an à l'avance, je peux pas vous garantir que je serai à Paris disponible et qu'on me propose. Je veux dire, si j'accepte même une pièce que j'adore et que entre temps on me propose de bosser avec, je sais pas moi, de Dustin Hoffman dans un projet, bon, ça va me faire chier de dire non, Dustin, je suis désolé, je suis pris. Pour jouer tel ou tel truc. Bon, voilà. Donc je viendrai au théâtre, c'est sûr. Jamais dire jamais. Mais c'est sûr, j'y viendrai, mais probablement dans quelques années. Thomas Sisley, on est ensemble encore pour quelques minutes pour ce club de l'été à l'occasion de la sortie demain de votre film Largo Winch, film qui respecte les codes de la saga, alors sans évidemment raconter la fin. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, ou alors peut-être pas dans 30 ans comme on le disait au début de l'émission avec Olivier Pouls, un 4e volet? Écoutez, je pense que sans rien divulgacher, voilà. Je pense qu'effectivement la fin du 3 invite à un 4, ouais. Donc oui, il y a des chances. Mais il ne meurt pas à la fin, quoi. Mais on va pas répondre à cette question. On sait pas, il faudra aller voir Largo Winch en tout cas. Alors on ne sait pas, mais est-ce que en tout cas c'est quelque chose qui vous tenterait de faire un 4e? Parce que là, vous avez laissé effectivement 13 ans entre le 2 et le 3. Ouais. Est-ce que le 4e... Oui, mais alors, prochainement? Ah bah oui, non. L'idée, si on en fait un 4, non, l'idée, ce serait que ça arrive beaucoup plus rapidement, quand même. Oui, parce que déjà, moi, dans 13 ans, je pense que je vais avoir un petit peu plus de difficultés à retrouver le même corps. Ça sera un autre Largo Winch. Ouais, voilà, c'est sûr, ce sera un autre Largo. C'est ça. Mais pour rebondir là-dessus, moi, je trouverais quand même intéressant de faire un énième Largo dans 13 ans aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, de vraiment devoir progresser, de voir aussi comment il a progressé avec le monde. Indiana Jones, regardez ça. Formidable. James Bond, ça fait 50 ans. Les James Bond, oui, mais il change de Largo, il change de James, alors on ne voudrait pas changer de Largo, qui est ce film Le Prix de l'argent. C'est un film d'action, d'aventure, avec des courses-poursuites, avec des scènes de bagarre. Ce Largo Winch 3 aussi aborde des sujets bien plus concernants et plus larges aussi. Ouais. L'écologie, l'impact des énergies des grandes entreprises. Est-ce que cette conscience écologique a imprégné aussi le tournage ? Oui, ça a imprégné un petit peu tout le monde. D'ailleurs, ça existe déjà à ma demande. Hein. C'était un truc que j'avais dit suite à la lecture des premières versions. J'ai dit, les gars, on est en 2024, quoi. Il faut qu'on colle à 2024. On peut pas faire un réchauffé des 2 premiers parce que le monde a changé. Ouais. Et les productions aussi, évidemment. Donc, on a essayé de faire attention à notre empreinte carbone. Évidemment,
Là où on aurait eu, je sais pas, une cinquantaine de voitures pour transporter l'équipe, on en avait que 6. Tout ce qu'on pouvait faire à pied, on le faisait à pied. Quand on pouvait se déplacer en pirogue, on le faisait. Enfin, je veux dire, on a vraiment essayé de faire attention. Vous avez tourné dans combien de pays ? On a tourné dans 3 pays différents. En Bulgarie, en Thaïlande et en Belgique. Oui, en plus, ça a effectivement été réduit le plus possible avec les décors que vous pouviez trouver. Je vous propose de terminer l'émission Thomas Sisley avec un exercice. Alors, tout dépend de l'invité, parfois compliqué, parfois peut-être plus simple. Ce sont les grands choix de l'été. 2 propositions, soit l'un, soit l'autre. Pas de joker. Vous êtes partant ? Ouais, allez. Belle étoile ou 5 étoiles ? Belle étoile. Vous vivez plutôt le jour ou la nuit ? La nuit. OSS 117 ou James Bond ? James Bond. Vacances en famille ou entre amis ? En famille. Burt Lancaster ou Jean-Paul Belmondo ? Non. Oh non, pourquoi vous me faites Pourquoi ça ? Pourquoi celle-ci ? Ah non, merde. Ah putain. Burt Lancaster. Bébel, c'est votre héros depuis toujours. Brunch ou petit déjeuner ? Brunch. Moto ou ping-pong ? Ah merde. Vous faites chier là. Qu'est-ce que vous choisissez entre et moto donc, et ping-pong ? il faut que j'abandonne l'un des deux. Bon, je choisis ping-pong, c'est moins dangereux. C'est vrai que c'est moins dangereux. Plus écolo. Surtout sur le tournage de Largo Winch, où vous avez quand même pas mal fait de moto et ça vous avait côté une épaule, hein, c'est ça ? Un avant-bras aussi. Une épaule arrachée, ouais. Chaque cascade. Rire ou faire rire ? Rire. Sharon Stone ou Clotilde M ? Ah merde. Mais non, mais vous êtes vache. Sharon Stone qui est dans Largo Winch 2 à vos côtés. Vous êtes vraiment vache. Allez, aujourd'hui. Aujourd'hui, Clotilde. Voilà pour la sortie de Largo Winch. Merci beaucoup Thomas Sisley d'avoir passé ces 2 heures avec nous dans ce club de l'été. Merci. On vous retrouve en salle avec le 3e volet du film Largo Winch, le prix de l'argent, film réalisé par Olivier Massé-Depasse avec également James Franco et Clotilde M à vos côtés. C'est le film d'action, le film d'aventure qui fait du bien au cœur de l'été à voir en famille avec les enfants. Il est question aussi de valeurs familiales, la filiation, les conditions sociales dans certains pays, l'écologie, on vient d'en parler, les réseaux sociaux aussi, le pouvoir des lanceurs d'alerte également. Largo Winch, héros tourmenté, héros dans l'air du temps, votre héros Thomas Sisley, merci beaucoup d'avoir été avec nous.